peu un lien avec tout ce qui a été dit dans cette première table ronde, mais est-ce que, dans quelle mesure les Smart Cities, est-ce qu'elles vont modifier finalement le way of life de leurs habitants? Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, je crois que ça résume un peu ce qu'on a entendu depuis le début de la matinée, c'est que la technologie, c'est pas une fin. La technologie, c'est un moyen. Et je crois que sans cette technologie, par contre, on ne peut pas arriver à améliorer la vie des citadins au quotidien. Et effectivement, cette technologie, elle peut avoir deux faces. Une face qui est effectivement potentiellement dangereuse, des dérivés comme celle qu'on évoquait tout à l'heure avec Joël de René, et puis une phase qui est beaucoup plus positive. Et qu'est-ce que les citoyens aujourd'hui attendent? En fait, il y a un certain nombre d'études qui existent, et chez Tactis on a fait aussi des observatoires, mais si on rassemble à peu près toutes les études, elles amènent à peu près aux mêmes informations, aux mêmes conclusions, on va dire. D'abord, les citoyens, ce qu'ils attendent, c'est très clairement avoir une amélioration de leur environnement, de la pollution, des problématiques de pollution qui sont très critiques, mais aussi les problématiques de mobilité. On a pratiquement les 2/3, quand on interroge les populations dans les villes, qui sont préoccupées par ces questions d'avenir et qui renvoient à des problématiques de... C'est plutôt une bonne chose. Et c'est effectivement des alertes positives, parce que si on regarde c'est quoi l'avenir, on a une envie d'avoir un avenir meilleur en termes environnementaux et de voir ce développement urbain s'améliorer. Et puis, deuxième point, c'est la mobilité. Plus de la moitié des citadins sont aujourd'hui très préoccupés par les problèmes de transport, ce qu'on appelle maintenant la mobilité. Alors j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, en fait, la mobilité, la définition de la mobilité aujourd'hui, la définition du transport, c'est qu'on peut, dans la mobilité, imaginer un déplacement sans transport. C'est-à-dire qu'en fait, la mobilité, ça peut être de réduire par rapport au déplacement pour aller au domicile-travail, effectivement. Alors on ne va pas reprendre tous les exemples, le coworking, etc. Le travail qui peut être, je veux dire, désynchronisé ou dégéographisé. Et puis, il y a une troisième dimension qui est attendue par les citoyens et qui est, aujourd'hui, on baigne dedans, c'est l'interaction sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens sont de plus en plus préoccupés ou soucieux du fait que, finalement, l'univers dans lequel ils vivent intègre leur point de vue et qu'ils y contribuent. Et donc on voit que très clairement aujourd'hui, l'émergence des applications multiples avec les réseaux sociaux donne finalement une amplitude particulière à cette attente et à cette volonté d'être un acteur et plus simplement un spectateur ou un citadin consommateur de services. Et donc en fait, je pense que si on pouvait résumer un peu ma pensée aujourd'hui, on est en train de passer d'un monde où on était des usagers de services à des acteurs du service et des acteurs de la ville, et des acteurs constructeurs de cette ville. Voilà. Benoît Thirion, on va vous passer un micro, vous pouvez on n'a qu'un micro pour 3. La transformation numérique des villes, est-ce que vous avez écrit un rapport sur le sujet, est-ce que c'est forcément une bonne chose? Alors, beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Le premier point, c'est de dire que la Smart City, elle a du sens si elle améliore la qualité de vie des citoyens. Là-dessus, le cabinet McKinsey a essayé de quantifier ça. Et les résultats auxquels il est arrivé, c'était une amélioration entre 10 et 30% des principaux indicateurs de qualité de vie dans la ville. Donc la sécurité, le temps de transport, la santé, la qualité de l'air. Il a pris ces indicateurs et il a essayé de quantifier ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une idée des marges de manœuvre que donne le numérique là-dessus. Ça, c'est le bon versant dont vous parliez. Effectivement, il y a le mauvais versant et les dérives qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour que la Smart City soit une bonne chose, il faut les prendre en compte. Et ça, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'il faut partir de l'usager. Il faut partir de ses besoins. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Songdo en Corée du Sud ou de Masdar à Abu Dhabi. Qui ont été des échecs, hein. On parle de villes fantômes ou demi-fantômes parce qu'effectivement, elles ne sont pas parties du besoin des usagers, elles sont parties de la technologie. Comment Comment l'intégrer, le besoin des usagers? Ça veut dire qu'il faut partir de l'expression des besoins qui, alors c'est toujours très, très compliqué, mais aujourd'hui avec la technologie, on a beaucoup plus de possibilités de faire ça puisqu'il y a la donnée. Et donc on peut mieux connaître les habitudes des usagers, on peut mieux savoir quels besoins ne sont pas satisfaits, on peut plus les associer à la prise de décision. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire. Est-ce que c'est le cas à Paris aujourd'hui justement avec la donnée, l'open data? Est-ce qu'on y voit plus clair sur ce que veulent les Parisiens?
Alors, il faut créer les applications qui permettent de le faire. Donc, on voit des choses émerger. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Dans ma rue, qui permet aussi, je viens de dire, quand il y a des problèmes dans l'espace public, pour que les agents de la ville de Paris viennent le régler. Il y a ces applications-là. Peut-être un deuxième danger qu'on a à peine évoqué tout à l'heure, et qu'il faut prendre en compte si on veut que la Smart City soit une bonne chose, c'est la question de la fracture sociale et de la fracture territoriale. Parce qu'avec la transformation numérique, il y a des effets de concentration qui sont très forts. C'est là-dessus que repose le numérique. Et on voit que dans des villes, ça a été étudié par exemple par un universitaire américain qui s'appelle Richard Florida, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle La nouvelle crise urbaine. Il montre bien qu'avec l'économie de la connaissance, il y a plus de ségrégation, il y a plus de concentration du pouvoir économique et que les classes moyennes, les classes populaires, n'ont plus accès à la ville. Ça, c'est très important de le prendre en compte pour que la Smart City soit une réussite. Ça veut dire aussi changer nos politiques urbaines pour qu'elles s'appliquent à tous, créer des nouvelles protections pour que tout le monde puisse profiter de la Smart City. Alors Éric Le Gall, comment est-ce que vous vous transformez à Issy-les-Moulineaux? Est-ce que vous appliquez tout ce qui vient d'être dit jusqu'ici? Est-ce que vous en tenez compte? Et la deuxième partie de ma question, comment est-ce qu'on va communiquer demain, et notamment dans une ville comme Issy-les-Moulineaux? Oui, d'abord, je vais rappeler qu'effectivement, pour moi, la définition la plus ou concrète ou efficace ou illustrative de la ville, finalement, c'est la définition anglaise. C'est local communities. Une ville, c'est effectivement, alors, de mon point de vue, je vais le René avec une vision un peu différente, mais c'est vraiment la communauté des hommes et des femmes qui vivent au même endroit, qui travaillent, qui ont des loisirs, et donc qui constituent ce qu'est l'âme d'une ville. Pourquoi Songdo ne marche pas? C'est parce que Songdo est une ville où on s'emmerde, où il n'y a pas d'âme, où tout est géré. En fait, c'est une ville assistée par ordinateur. Et c'est évidemment pas ça une ville. C'est une ville froide. Et c'est évidemment pas ça une ville. Et évidemment, alors on parle de Smart City. Moi à Issy-les-Moulineaux, ça fait 25 ans maintenant qu'on est dans le numérique, donc on a eu à peu près tous les qualificatifs de la cybercité à la Smart City. Très sincèrement, j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les technologies qu'on utilise aujourd'hui nous permettent d'améliorer la vie quotidienne de nos habitants et deviennent de plus en plus efficaces. Et c'est ça qui est intéressant dans la technique. Mais on ne peut pas faire la Smart City sans les habitants. Quand je vous écoutais, je me disais, ce fossé que vous avez décrit aux États-Unis, c'est exactement l'expression que les Gilets jaunes sont en train de nous mettre aujourd'hui dans le visage. Allez parler de Smart City, pas simplement un gilet jaune d'ailleurs, allez parler de Smart City dans la rue en croisant quelqu'un. D'abord, il vous regardera avec des yeux en disant je sais pas ce que c'est un truc technique, un truc marketing. C'est pas pour moi. Et c'est pas pour moi. Et ceux qui peut-être y réfléchissent un peu plus se dire mais finalement votre truc c'est Big Brother, c'est qu'est-ce que vous allez faire de mes données, il y a vraiment ces questions-là. Si vous n'accompagnez pas cette évolution avec la population, en anticipant, en lui expliquant, évidemment qu'on va droit dans le mur. C'est intéressant ce qu'on raconte sur les Chinois aujourd'hui, parce que les Chinois, ils sont effectivement en train, en tout cas ils ont cette ambition de devenir les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Ce qui se passe là-bas est assez ahurissant pour nous occidentaux. Parce que parmi, alors évidemment, le classement social des habitants, c'est plutôt un épisode d'ailleurs de Black Mirror que la vraie vie, mais c'est une réalité qui commence à voir le jour là-bas. Mais imaginez-vous là-bas, alors ça pour un Parisien c'est toujours très drôle, mais si vous traversez en dehors des passages piétons ou lorsque la lumière est rouge, vous avez votre visage qui est affiché sur tous les écrans du quartier, et votre visage ne disparaîtra que quand vous aurez payé l'amende. Parce qu'évidemment, il est interdit de traverser en dehors des clous et en dehors du petit bonhomme vert. Alors évidemment, pour nous, c'est vachement choquant, mais je vous conseille, je disais ça hier, la Fondapol a publié une étude qui s'appelle L'intelligence artificielle en Chine, un état des lieux. C'est passionnant, vous le trouverez sur le web. Il est vraiment passionnant parce qu'il fait vraiment un état des lieux, à la fois des ambitions, mais aussi des applications concrètes de la vie quotidienne. Et ce qui m'a le plus marqué, en fait, dans cette étude, c'est de lire que 65% des Chinois accueillent avec confiance cette technologie. C'est plus du double de toutes les études qui sont menées en Occident, j'allais dire en Europe ou aux États-Unis. Donc pourquoi nous avons-nous peur de ce que eux sont en train de voir comme un potentiel de progrès? Donc ça, c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Alors évidemment, on a des cultures différentes, il faut vraiment en tenir compte. En Europe, on fait attention davantage à la protection des données personnelles, et c'est une bonne chose, mais il faut prendre conscience que cette volonté, et notamment le RGPD, nous fera prendre du retard sur l'intelligence artificielle par rapport aux Chinois. C'est une réalité. Mais on a des atouts. Et notamment, peut-être que grâce à l'open data, qui est là pour le coup un atout occidental par rapport à eux, on pourra
combler en fait ce retard technique qu'on va certainement prendre vis-à-vis d'eux à cause de cette incapacité en fait à étudier les données en permanence. Vous voyez, déjà quand je parle comme ça, j'ai l'impression de me dire si monsieur et madame tout le monde était en face, ils se demanderaient de quoi je cause. Ce qu'on essaie de faire ici, Mono, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, un nouveau service, on essaie d'anticiper. L'avantage évidemment d'avoir commencé il y a 25 ans fait qu'on a toujours ce petit temps d'avance qui nous permet de dire à nos populations, voilà, il y a ce service, cette technologie qui est en train d'émerger, on essaie de regarder ce que ça donne, on va tester, on va expérimenter, ça c'est vraiment chez nous le cœur de notre stratégie, c'est de tester non pas la technique, mais l'acceptabilité des citoyens par rapport à une technologie. Je regardais tout à l'heure dans les slides de M. de Ronel les Google Glass. On a été la seule ville d'Europe à acheter une paire de Google Glass, à développer une application et à dire aux habitants, faites-vous votre propre opinion. Ne lisez pas seul tout ce que les médias disent sur ça, faites-vous votre propre opinion. Venez nous dire si pour vous c'est un danger, pour vous c'est utile, pour vous ça peut être un progrès. Eh bien on essaie de faire ça pour toutes les technologies qui apparaissent, de la robotique aux lunettes de réalité virtuelle, en permanence. Là en ce moment, par exemple, on est en train de travailler sur le développement d'une application, d'un assistant vocal municipal pour nos enceintes connectées qui sont en train d'envahir nos foyers. Parce que c'est sympa de demander à Alexa ou Home quelle est la météo ou ce que propose tel ou tel journal, mais il y a peut-être aussi des questions de savoir à quelle heure ouvre la piscine, comment je dois faire pour renouveler ma carte d'identité, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est ce type de choses qu'on essaie de mettre en place pour accompagner ce développement. La question sur les médias, comment est-ce qu'on va communiquer demain? Comment est-ce qu'on va s'adresser aux citoyens demain? Bon, d'abord, les citoyens, c'est d'abord eux qui s'adressent à nous, d'ailleurs, de plus en plus, vous avez remarqué. Et notamment à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on soit sollicité, alerté, interpellé, critiqué, parfois félicité, plus rarement, par les citoyens pour plein de sujets de la vie quotidienne. Il y a l'exemple de dans ma rue à Paris, bon, chez nous ça s'appelle Sonnette, c'est l'application qui permet effectivement d'alerter la ville lorsqu'il y a un problème, mais aussi d'envoyer des suggestions. On a une plateforme, enfin on utilise une plateforme de start-up qui s'appelle Mon Avis Citoyen, où les gens spontanément donnent leur avis sur ce qui va bien dans la ville, sur ce qui va mal dans la ville, et peuvent faire des suggestions qu'on soumet systématiquement aux réunions de nos conseils de quartier, pour qu'ils puissent voir, l'étudier et voir s'il y a quelque chose à en tirer ou à évoluer. Donc c'est comme ça qu'on essaye aujourd'hui de communiquer avec nos habitants. Stéphane Lelux, on en a un peu parlé dans la table ronde numéro 1. Est-ce que selon vous, chaque ville s'approprie le concept de Smart Cities à sa façon? Comment est-ce que ça se passe en France sur ce sujet et à l'étranger? Et la question sous-jacente, c'est est-ce que les États se copient s'il y a des Smart Cities qui fonctionnent bien ou qui ne fonctionnent pas comme on vient de le dire en Corée du Sud? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises pratiques? Alors, vaste question. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la ville, on vient de l'entendre, si elle veut réussir, il faut qu'elle soit inclusive. Je crois que c'est un terme inclusif avec les territoires. Avec les territoires. Et il y a un paradoxe qu'il faut arriver à régler, et je pense qu'il ne faut pas les opposer. Et c'est un paradoxe qui est assez simple, mais qu'on oublie parfois. C'est qu'une ville, ça se planifie, mais en même temps, ça doit laisser un espace très important à la liberté et justement à l'influence du citoyen par rapport à cette planification. Et c'est la combinaison des deux pour réussir. C'est-à-dire que penser une ville anarchique qui serait conçue que par le citoyen, c'est impossible. Parce que si on doit attendre d'avoir une votation par les réseaux sociaux pour savoir si on va construire des routes, si on va construire des immeubles, si on fait des écoles, si on fait... Enfin, il y a un moment où il faut qu'il y ait un décideur. Vous savez, c'est comme dans un avion, il y a un pilote. Bon, parfois il fait des bonnes décisions, souvent. Parfois il peut se tromper. Mais on fait confiance quand on monte dans l'avion. Et effectivement, dans une mairie, on a un maire, on vote pour lui, et il y a un moment, il faut qu'il assume son rôle. Et je pense que ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, il faut une politique, une vision, et derrière, il faut avoir, peut-être avec une nuance liée à l'utilisation de tous ces outils d'interaction avec le citoyen, il faut quand même qu'il y ait une politique d'infrastructure et de mise en place de socle, mais ce socle ne doit pas être un socle, on va dire, fermé, ça doit être un socle ouvert qui doit favoriser l'écosystème. Puisqu'en fait, on a bien entendu depuis ce matin, c'est un écosystème qui doit être ouvert, interopérable, et qui doit donner la place aux citoyens d'interagir et d'influencer sa ville, de proposer. Et je crois que, sans dire qu'il y ait une recette, je pense que c'est cette vision qui doit être l'interaction entre les deux. J'ai une illustration très simple, c'est que on parle aujourd'hui beaucoup du covoiturage. Moi, les premiers temps du covoiturage, je les ai vus au début des années 2000, donc il y a plus de 20 ans, enfin presque 20 ans,
Et à l'époque, en fait, ça ne marchait pas. Et partout dans le monde, ça ne marchait pas. Et en fait, ça n'a pas marché jusqu'en 2007, la création du smartphone. Et en fait, à partir du moment où vous avez pu géolocaliser des gens, avoir une masse de statistiques de population possesseurs d'une application capable en temps réel d'interagir, eh bien, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir, dans notre environnement direct, beaucoup de potentialités, d'idées innovantes, tant que ces infrastructures ne sont pas là, ou ces équipements, ou ces technologies, elles ne rendent pas possible cette, on va dire, appétence à l'innovation et à l'appropriation par le citoyen. Aujourd'hui, c'est une évidence. On a même Blablacar qui rachète à la SNCF des bus. Vous voyez, donc, et je ne parle pas d'Airbnb pour l'hébergement, etc., etc. Donc on voit que cette combinatoire doit être réussie. Alors après, par rapport à votre question, évidemment, on a des villes emblématiques dans le monde. On a Singapour qui est très connu depuis l'origine, qui se veut une sorte de smart nation. Alors c'est plutôt une smart métropole, on va dire, mondiale. Mais il y a des choses à en tirer qui sont intéressantes. Par exemple, la politique, la vision de Singapour, c'est de réduire au maximum les embouteillages, les problèmes de mobilité, etc., etc. Ils ont des trucs tout simples. À certaines heures de la journée, les transports publics sont gratuits. Pourquoi on ne le fait pas partout? On peut se demander. C'est un truc simple. Et un autre truc simple, c'est que pour pouvoir inciter les citoyens singapouriens à réduire leur consommation électrique, eh bien, chaque mois, quand vous recevez votre facture, vous avez la moyenne de la consommation électrique de votre quartier, et puis votre consommation. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'être incitatif. Autre exemple, vous prenez une ville comme San Francisco, qui est aussi une des smart cities emblématiques. Ils ont lancé, ils ont été les pionniers, dès 2009, de l'open data. Et il y a eu tout un écosystème d'applications pour améliorer la vie des citoyens, grâce à tous ces jeux de données que les villes ont mis à disposition, on va dire, de l'écosystème, sociétal, au sens très large du terme, qui a pu créer des applications innovantes, qui améliorent le citoyen. Et puis en même temps, il peut y avoir des démarches, on va dire, complètement déterministes. Je reprends les cas de San Francisco, qui consiste à dire, moi, je veux que l'intégralité de mes véhicules soit en énergie propre. Et donc, je vais lancer, moi, en tant qu'acheteur public, une initiative qui va influencer le marché, qui va influencer finalement l'écosystème. Toujours pareil. Donc en fait, il y a cette interaction entre l'ordre, on va dire, commandé par une vision politique et l'écosystème qui peut être le citoyen, les entreprises, etc., etc. Et les exemples comme ça, on peut les multiplier. L'éclairage public, par exemple, si vous prenez le cas d'Oslo, qui est les leaders européens, qui a comme objectif de réduire de 70% sa consommation énergétique liée à l'éclairage public en transformant tous ces lampadaires. En France, on a aussi des tas d'initiatives. Je parlais de l'open data, Rennes l'a fait, ici Emilio et ici Grid. Je veux dire, tout cet écosystème doit interagir. Et les exemples sont foisons. Par contre, je pense qu'il faut avoir en tête, même si par exemple Barcelone, avec la Banque mondiale, essaye de diriger un modèle avec son Urban Lab, je pense qu'il faut être modeste par rapport à ça. On est dans un mode essai-erreur. Aujourd'hui, on n'a pas de certitude. On ne sait pas ce qui va être finalement la killer application de demain, la cité de demain qui aura réussi. C'est pour ça que j'aime bien la notion, je parlais d'Haussmann 2.0, et qui a été repris tout à l'heure par Blizzard Smart City. Blizzard Smart City, je trouve que c'est remarquable, c'est la société civile qui s'est saisie d'une problématique qui a fait toc-toc au maire en disant « Nous, on voudrait vous aider à penser la ville de demain ». C'est une application complètement innovante pour moi, la démarche tunisienne. Et alors, si on reprend, moi, l'exemple que je décrivais d'Haussmann, il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'Haussmann, à un moment donné, il a dit « Je laisse des espaces vides parce que je ne sais pas ce dont on aura besoin demain. Donc, dans la ville, je laisse des espaces vides. » Et il s'est trouvé que quelques années après, on a construit le métro. Donc en fait, s'il n'avait pas laissé des espaces vides, il n'y aurait pas de métro facilement dans la ville. Et vous voyez que penser la ville, c'est aussi être modeste par rapport à l'avenir, être capable de laisser finalement ouverts des systèmes. Et donc, il faut partager les bonnes pratiques, il faut partager les erreurs et progresser. Et avoir une interaction entre la cité, les citoyens, les territoires qui soient ruraux avec la ville, et avoir cette capacité d'interagir pour réussir. Et je pense qu'en France, on a aussi des beaux succès. Je veux dire, Lyon, même Paris, sur l'interaction avec les citoyens, il y a un certain nombre d'actes qui ont été lancés sur, par exemple, le budget citoyen, etc. etc. Donc il y a pas mal d'initiatives intéressantes, mais
il n'y a pas aujourd'hui de Smart City, à part, je prends l'exemple enfin de Singapour, mais c'est une ville-État, donc on est un peu hors sol, on va dire. Et donc, partout ailleurs, on est en train de faire des verticales ou des expérimentations sur certains sujets. Bon, ici, Lumineux, c'est un peu une sorte de laboratoire vivant de l'innovation, mais avec cette préoccupation de Jacques Santini depuis l'origine, que finalement les ICéens vivent bien. Et je crois que cette préoccupation d'avoir une meilleure qualité de vie, c'est essentiel pour ces projets. Merci beaucoup. Benoît Thirion, on vient de parler de Singapour, de San Francisco, de Pékin. On va lui passer le micro. Est-ce que plus on est gros, grand et puissant, plus on est smart? Alors ça, c'est une vraie bonne question. La Caisse des dépôts avait écrit un guide il y a quelques années qui s'appelait Smart City versus Stupid Village, justement pour aller contre cette idée, voilà. Pour montrer que les outils pour faire la Smart City, les applications qui font la Smart City sont autant disponibles pour les grands territoires que pour les territoires plus petits. Cela dit, c'est clair qu'il y a un effet de taille dans ces questions de transformation numérique. Comme je dis tout à l'heure, ça repose sur des effets de réseau, le numérique, et donc il faut atteindre une certaine taille critique pour pouvoir mettre en place toutes ces applications, justement. Il faut des ressources humaines, des compétences techniques assez spécifiques pour les collectivités locales. Il faut des ressources financières. Vous l'avez dit, il n'y a pas de Smart City sans infrastructure. Parce qu'il faut pour qu'on puisse exploiter les données, il faut qu'on puisse les collecter. Pour qu'on puisse les collecter, il faut qu'il y ait des capteurs. Ça veut dire que nos infrastructures existantes aujourd'hui, on ne part pas de zéro, on ne peut pas construire de rien. Il faut adapter, il faut qu'elles montent en gamme technologique pour qu'on puisse mettre des capteurs et que ces capteurs s'insèrent dans des applications et des cas d'usage. Puisqu'on en revient toujours à ça, c'est qu'il faut que les citoyens s'en saisissent pour qu'il y ait un usage qui soit fait. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut quand même une certaine taille pour mettre en œuvre ces projets-là. Et ça pose une vraie question pour les villes moyennes, les petites villes, les territoires périurbains ou les campagnes. C'est pas insurmontable. Ça veut dire qu'en réalité, il faut construire les projets à la bonne maille. Et donc souvent la bonne maille sur ces questions de transformation numérique, ça va être plusieurs communes, plusieurs villes ensemble. Ça peut être soit à l'échelle d'une métropole, ça peut être à l'échelle d'un département, ça peut être à l'échelle d'une région. Il faut aussi savoir avoir une certaine souplesse pour, en fonction des projets, choisir le bon niveau de mise en œuvre de ce projet-là. Ça, c'est une première façon de passer cet obstacle de la taille. Une deuxième, c'est aussi de mettre en œuvre des mécanismes de péréquation pour lutter contre ce problème du manque de ressources de certains territoires. Mais il faut trouver un équilibre entre la péréquation et l'autonomie laissée au territoire. C'est-à-dire que la péréquation, ça ne doit pas être non plus des normes nationales. Tout à l'heure, on parlait de Smart France. Ça ne peut pas être des normes qui vont s'appliquer à tous, où on va imposer les mêmes projets au même territoire. Il faut assurer la péréquation pour que tous les territoires puissent mettre en œuvre leur transformation numérique, mais en même temps leur laisser l'autonomie de choisir la solution qui s'adapte à leurs citoyens et aux problématiques spécifiques à leur territoire. Là-dessus, il y a un cas par exemple qui est le réseau de distribution électrique, qui en France repose sur des mécanismes de péréquation nationale. Et on voit bien que l'équilibre n'est pas tout à fait trouvé, puisque en réalité c'est des enveloppes nationales qui sont décidées. Donc il y a des territoires quelque part en concurrence pour avoir l'enveloppe financière qui va permettre de financer leurs projets. Et ça va se faire au détriment d'autres territoires. Donc il faut, comme le Smart Grid, on l'a dit, est au cœur de la Smart City, c'est sûrement un sujet sur lequel il faut réfléchir à d'autres modes de péréquation pour peut-être aller plus loin. Ce qui est intéressant quand même quand on parle de la taille, c'est que, au fond, qu'on soit gros ou petit, il y a les mêmes problématiques pour les villes en France. Il y a la nécessité de s'adapter aux problématiques spécifiques de la Smart City. Quelles sont-elles? C'est d'abord la problématique de l'innovation. On parle beaucoup d'expérimentation en matière de Smart City. On en parle peut-être parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a aussi un phénomène d'effet de vitrine qui fait qu'on accumule des expérimentations et qu'on oublie de passer au déploiement, parce qu'au fond, on se satisfait de l'effet d'annonce. En plus, on prend en compte les expérimentations dans les classements, donc souvent ça permet d'être très bien classé. Et puis derrière, il n'y a pas vraiment d'action transformante sur le territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours une stratégie qui est vraiment pensée de façon globale, parce qu'aussi il y a assez peu d'évaluations rigoureuses qui sont faites de ces expérimentations-là, qui permettraient d'aider ensuite à la décision du déploiement. Et ça, on retrouve ça dans les petits territoires, mais aussi dans les plus gros. Il y a une autre problématique qui est commune aux deux, ça va être la notion de transversalité.
la Smart City, elle est par nature transversale, c'est-à-dire qu'il faut interconnecter des fonctions urbaines. Et ça, c'est permis par le numérique. On va avoir des réverbères qui vont permettre d'avoir une donnée, mais qui ne concerne pas du tout l'éclairage, qui concerne la qualité de l'air, qui concerne la circulation. Et l'idée, ça va être de faire le lien entre la donnée qu'on a pu recueillir par ce biais-là, mais avec d'autres services. Et donc ça veut dire qu'il faut mieux coordonner les services. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir des contrats qui sont plus globaux pour prendre en compte ces mutualisations possibles. Et ça, paradoxalement, c'est peut-être plus facile à faire pour les territoires, pour les villes moyennes, que pour les grandes villes. Parce que c'est peut-être plus facile pour elles de coordonner leurs contrats, elles en ont moins. Peut-être qu'ils arrivent à échéance au bon moment. Pour une grosse ville, ça peut être un peu différent. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aussi simples que plus on est gros, mieux ça fonctionne. Il faut aussi prendre en compte... Juste un mot, on a parlé de Singapour, San Francisco, des grosses mégalopoles, mais il y a un cas en France intéressant, c'est le cas de Dijon, et qui n'est pas une grosse ville. Absolument, Dijon c'est une grosse ville moyenne, disons. C'est une métropole quand même. C'est une métropole, bien sûr. Non, mais c'est pas Paris, c'est pas Singapour. Ouais. Mais c'est un cas très intéressant parce que... Sous l'impulsion du maire. Oui, sous l'impulsion du maire, ils sont dans une démarche qui justement va au-delà de l'expérimentation. Ils ont déjà mis en œuvre des projets qui sont très emblématiques de la ville intelligente. Il y a deux cas. Il y a leur délégation de service public de transport qui ils appellent ça la mobilité globale. Donc, par rapport à la notion de transversalité dont je parlais à l'instant, ils ont mis dans le même contrat l'ensemble des services de mobilité, avec les parkings, avec les Vélib, avec le réseau de bus. Et donc ça permet de faire des mutualisations. Ils essayent aussi de se diriger vers ce qu'on appelle Mobility as a Service, c'est-à-dire s'appuyer sur des applications pour avoir de l'information en temps réel sur tous les services qui soient interconnectés, un service de billetterie unique. Donc ça, c'est assez emblématique. Et un deuxième cas qui est très intéressant aussi, c'est un contrat qui a été conclu sur la gestion de l'espace urbain, donc qui concerne également les 24 territoires de la métropole, et qui comprend une vingtaine de services qui auparavant faisaient l'objet de contrats séparés. Il se trouve qu'ils sont arrivés à échéance en même temps, donc ça leur a permis de réfléchir à l'opportunité de justement les réunir au sein d'un même contrat. Et ils créent un centre de pilotage, là on est vraiment dans la transformation numérique, qui permet de recueillir des données sur cet espace urbain, c'est-à-dire des canalisations qui ne fonctionnent plus, des coupures de courant qui font que la rue n'est plus éclairée, des accidents sur la voie publique. Et ces données remonteront à ce centre de pilotage, et le pilotage unique permettra de faire des interventions sur le terrain et d'essayer de mutualiser entre les différents services. Et cette mutualisation permet des gains budgétaires très importants. Si l'on voit qu'on gagne en qualité, on peut aussi gagner en efficacité avec des économies budgétaires, même s'il y a un investissement de départ qui dans ce cas-là est très important, c'est 50 millions. Et le modèle économique n'est pas évident à trouver, mais là-dessus, ils l'ont trouvé en s'appuyant sur l'éclairage public. Parce qu'avec l'éclairage public, aujourd'hui, on peut faire des économies importantes, et donc ça finance en partie ce projet-là. Et c'est effectivement un cas intéressant, parce que là, on est dans le concret, on n'est pas dans l'expérimentation sur quelques années, on est sur quelque chose qui veut transformer le territoire à long terme. Alors, une réaction, et après, de toute façon, j'avais une question pour vous. Oui, si, pour moi, c'est une expérimentation à Dijon, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait la démonstration que ça fonctionne. La vraie innovation, c'est dans leur gestion du marché public tel qu'ils l'ont vu. C'est la première fois en France qu'on a un contrat global sur le sujet de la Smart City. Donc ça, c'est passionnant, et ça, il faut le suivre. En revanche, mais ils en sont aujourd'hui jusqu'à interconnecter les systèmes d'information, etc. Ils n'ont pas encore fait la démonstration que ça va fonctionner. Et encore moins qu'ils vont faire des économies, parce que là, j'ai beaucoup plus de doutes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vision globale intéressante. Il faut quand même se poser des questions simples, il faut être pragmatique. Nos ancêtres, il y a un siècle, lorsqu'il y a eu les réseaux d'électricité ou les réseaux d'eau qui ont commencé à entrer dans nos villes, ils se sont spontanément mis en syndicats intercommunaux. La bonne échelle, c'est évidemment pas la commune. La bonne échelle, c'est probablement la métropole. Alors l'intérêt d'une métropole régionale, c'est que contrairement à la métropole parisienne, au magma administratif parisien, c'est beaucoup plus simple puisqu'ils ont des compétences sur à peu près tous les sujets de la Smart City. Alors que chez nous, c'est à peu près l'inverse. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de patron, quoi, pour faire simple. Tout le monde est compétent sur un morceau de la Smart City, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une vision globale et surtout, on n'arrive pas à agir globalement. Alors qu'évidemment, le passage à l'échelle
est indispensable. Mais la Smart City, là, pardon, mais vous avez eu quand même une vision techniciste de la Smart City. Encore une fois, c'est pas la Smart City, c'est pas le Smart Grid, c'est pas la Smart Mobilité. Tout ça, ça y contribue, mais le fait que mes gamins à l'école puissent bénéficier d'équipements numériques pour apprendre et dans leur apprentissage, ça fait partie de la Smart City. Le fait que dans la culture, on permette aux habitants d'accéder plus facilement à la culture, ça fait partie de la Smart City. La citoyenneté, enfin pour moi, la Smart City, c'est l'intégralité de notre vie quotidienne en ville. Et ce qu'on peut aujourd'hui imaginer à travers ces nouvelles technologies, notamment pour l'énergie et la mobilité, c'est là que je voulais en venir, c'est que la Smart City aujourd'hui n'existe pas nulle part dans le monde, y compris à Singapour, tant qu'on n'aura pas fait la démonstration que grâce aux technologies, on fait des économies d'énergie réellement, et visibles et évaluées, et on fait disparaître les embouteillages, en caricaturant. C'est-à-dire qu'en fait, on règle les problèmes de déplacement et de transport. Lorsqu'on aura réussi ces deux missions-là, ce jour-là, on pourra dire que la Smart City existe. Vous vouliez dire un mot ? Oui, juste pour compléter, je suis complètement d'accord avec les défis qui ont été soulevés. Il y a en fait un vrai défi sous-jacent, c'est celui du modèle économique. Parce qu'en fait, on passait à l'échelle, tous les acteurs avec qui on a interagi, on a travaillé sur Dijon, et donc effectivement, c'est un dossier, je suis complètement d'accord avec cette transversalité qui est innovante. Par contre, la pérennité du modèle économique, alors là, elle a été, entre guillemets, transférée vers un partenaire qui est un exploitant public-privé, dans un contrat de type public-privé. Mais l'enjeu derrière, si on veut pérenniser tout ça, c'est d'avoir un modèle économique, comme tout. Alors on peut se dire, c'est du social, etc. Oui, mais il faut quand même qu'on assure le fonctionnement des investissements, du renouvellement des investissements, et donc c'est ce qu'on, dans notre jargon, on appelle ça les CAPEX, les OPEX, hein. Les investissements et les coûts d'exploitation doivent être aujourd'hui équilibrés de façon pérenne, pour pouvoir assurer que ce service ne va pas s'arrêter au bout de 3 ans. Et ça, c'est un vrai défi, parce que si on se met à arrêter un service dans 3 ans, finalement, on va créer des déceptions, plus qu'on aura créé, finalement, du service innovant. Donc ça, c'est important aussi d'avoir, dans la démarche, une pérennité, et le cycle aussi politique doit assurer le fait qu'on passe, quand on passe d'une majorité à une autre, qu'il y ait une continuité. Ça, c'est aussi un défi, parce que le modèle économique, il ne se calcule pas sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans, parfois sur 20 ans. Voilà. Je reviens sur le cas d'Issy-les-Moulineaux. On a bien compris que le nerf de la guerre, c'était l'implication des habitants. Encore faut-il réussir à les impliquer. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est facile à dire, on l'a compris. Pour que la ville soit vivante, il faut que les citoyens fassent partie intégrante de cette matière organique. Mais comment est-ce que vous allez les impliquer, vous ? Alors comment on les implique ? Déjà en communiquant, en anticipant ce que je dis. L'intérêt d'avoir un temps d'avance fait que, alors, contrairement à d'autres collectivités, et ça c'est vraiment une chance qu'on peut avoir à Issy-les-Moulineaux, on n'a pas de pression de la part de la population pour nous dire vous n'avez pas tel ou tel service en ligne, vous n'avez pas telle ou telle technologie ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a été la première ville d'entièrement fibrée, nos écoles sont, comme je vous l'ai dit, ultra équipées. Tous les services aujourd'hui en ligne, du berceau au tombeau, existent à Issy-les-Moulineaux. Enfin, il n'y a pas de trou dans la raquette en termes de services. En revanche, lorsqu'on a de nouvelles idées, là je le montrais avec les produits, cette technique, mais aussi avec de nouveaux services, on lance un appel à la population. Par exemple, quand on teste différentes solutions en matière de smart mobilité, on appelle la population en disant est-ce que vous voulez être bêta-testeur ? Donc on ouvre une plateforme, ça s'appelle, en l'occurrence ça c'est Living Lab Mobilité, et au fur et à mesure qu'on a de nouvelles idées, de nouveaux services, on les fait tester, on fait remonter leurs attentes et leurs résultats, et c'est comme ça qu'on arrive à accompagner. En fait, c'est un accompagnement plus qu'une application, dans le sens où, alors je ne sais pas après comment vous imaginez l'application, mais le budget participatif existe depuis 15 ans à Issy-les-Moulineaux, ils sont déjà naturellement impliqués, mais on avait fait venir une étude de Dominique Volton à l'époque sur l'implication justement numérique des citoyens. Ce que démontrait l'étude, alors ça peut paraître assez décevant, mais c'est comme la réalité, c'est qu'évidemment, plus vous êtes spontanément engagé dans la vie locale à travers des associations de parents d'élèves ou d'associations même sportives ou culturelles, plus vous avez un intérêt à la vie locale. Et moins vous êtes engagé dans la vie locale, et moins vous avez un intérêt. C'est-à-dire que vous avez des gens, évidemment, qui n'en ont rien à cirer de ce que je vous raconte et qui consomment leurs services normalement parce que c'est leur vie de citoyen, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et à la limite, ils nous font confiance parce qu'ils ont délégué, c'est comme la question de la démocratie représentative, ils ont comme délégué aux élus le soin de travailler pour eux et d'anticiper pour eux. Donc voilà. Ce que je voulais dire quand je parlais d'implication, c'est que vous ne pouvez pas faire contre eux. Pour reprendre l'exemple de Linky, c'est quand même une énorme erreur marketing finalement.
parce que c'est un beau produit, c'est une belle promesse pour chacun d'entre nous, pour imaginer comment on pouvait mieux prendre conscience de notre consommation énergétique et peut-être mieux agir sur notre consommation énergétique. Seulement, l'opérateur n'y a vu que son propre intérêt. C'est-à-dire, comme souvent dans le secteur public, on pense d'abord à soi avant de penser à l'usager. Et du coup, l'usager, révolté, c'est un grand mot, mais l'a vu avec suspicion. Et ça, pour moi, c'est une erreur bête, vraiment bête, parce qu'il suffit, pour moi, d'expliquer le plus en amont possible, le plus constamment possible, ce que nous faisons aux habitants pour qu'ils acceptent, ou alors clairement qu'ils nous disent non tout de suite, je veux dire, mais au moins qu'on ne parte pas dans le mur avec une opposition populaire qui ne ferait que ralentir le process et tout ça. On le vit avec les capteurs aussi, hein. On parlait de capteurs, c'est bien beau de dire il faut mettre des capteurs partout dans la rue, mais d'abord il faut expliquer aux gens pourquoi faire. Parce que si vous dites je mets des capteurs pour voir la météo, bon, merci, mais enfin bon, combien ça coûte, pourquoi, est-ce que c'est vraiment utile, en quoi ça change ma vie quotidienne, et du coup, et cette question d'ailleurs, on n'a pas la réponse. Moi je ne sais pas expliquer à la population pourquoi on doit mettre des capteurs partout dans la ville. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, et de temps en temps, c'est ce qu'on fait, hein, c'est qu'on met le pied sur le frein en disant, hop, on ralentit notre process là, de développement, on essaie de se poser, de réfléchir ensemble déjà entre nous, et aussi avec les habitants pour savoir si on va dans la bonne direction ou pas. J'ai encore une ou deux questions, et puis après on va prendre quelques questions dans la salle. Avec la Smart City, on imagine qu'on va mieux vivre, être plus zen, peut-être plus cool, avec des transports, moins d'embouteillages. Est-ce que du coup la Smart City, c'est un espace du vivre ensemble qui va être moins agressif? On le dit, les villes aujourd'hui, notamment Paris, est une ville violente, agressive, voire sauvage. Est-ce que ça va évoluer, ça? Alors, ça a été bien dit ce matin par Joël de René, c'est un écosystème vivant, une ville. Donc évidemment, si vous avez du stress, ça crée des tensions et qui derrière se répercutent sur la perception que vous avez, voire même sur la vie que vous pouvez avoir dans cet espace urbain, cet espace sociétal. Et donc c'est vrai que si la Smart City, par exemple, vous fait reconquérir la maîtrise de votre temps, quelque chose qui peut paraître simple, la maîtrise de votre temps, elle va vous déstresser. Donc ça veut dire que si j'ai une information sur les transports qui sont, par exemple, telle ligne de métro est en panne, je vais pouvoir prendre tel autre métro. Mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, et on est encore stressé. Oui, mais ça ne fonctionne pas si bien que ça. Ça ne marche pas, ça. Parce que si aujourd'hui, je vous dis, est-ce que vous savez exactement l'état complet de la circulation dans la ville et par rapport à votre calendrier de l'après-midi, comment vous allez vous rendre de la manière la plus efficace à vos prochains rendez-vous, et que vous avez un choix diversifié avec une capacité, vous, de décision quasiment instantanée, eh bien aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, à Paris, si je dois aller d'un point à un autre, peut-être que j'ai plein de systèmes, mais j'ai l'impression que c'est des systèmes qui cohabitent, et ce n'est pas des systèmes qui interagissent. Il y avait des bornes de recharge électrique, il y a des véhicules, on peut louer des véhicules, mais alors s'il faut à chaque fois passer par des process qui sont complètement, on va dire, entre guillemets, découpés, finalement, ça n'enlève pas ce stress. Typiquement, il y a des process du type « dites-le-moi une fois », qui ont été mis en place dans certains pays ou certaines administrations, certaines villes. Donc là, on se déclare une seule fois, et puis après, j'ai plus besoin d'aller m'identifier, je veux aller amener mes enfants à la bibliothèque pour louer des livres, je veux aller à la piscine, je veux effectivement emprunter un mode de transport individuel, mais en serviciel, c'est-à-dire, je sais pas, un vélo, etc. J'ai un système d'identification unique qui me permet finalement, de façon fluide, de passer ces différents services sans avoir à chaque fois à redonner mes informations ou avoir 10 ou 15 applications dans mon mobile pour pouvoir savoir comment je vais gérer finalement ce temps. Et donc, je pense qu'une des dimensions importantes, c'est reconquérir du temps dans la vie pour pouvoir être moins stressé. Si on reconquiert, on maîtrise mieux son temps, déjà dans la ville, il y a une grosse partie du stress qui va partir. Et puis la relation avec les autres, après, c'est culturel, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On ne peut pas imaginer que la technique résolve tous les problèmes sociétaux, évidemment, mais reprenons encore cette image du vivant, un écosystème vivant, si vous enlevez un certain nombre de stress, et je pense que ça peut être une des ambitions de la démarche Smart, j'aime bien cette phrase de Syntex qui dit l'avenir, il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre. Je pense que la qualité de la vie, il ne faut pas la programmer, il faut la rendre possible. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut que la Smart City se donne comme feuille de route, quoi. Benoît Thirion, dernière question.
Est-ce qu'il y a un frein, c'est un des points que vous avez abordés dans votre étude, est-ce qu'il y a un frein, bien le micro s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un frein à l'émergence des smart cities? Et si oui, quels sont-ils? Alors il y en a plusieurs. Peut-être qu'il faut distinguer deux sphères en fait. Il y a la sphère qui va relever vraiment du pouvoir du maire dont on parlait tout à l'heure, du pouvoir de direction du maire, et donc du cadre institutionnel. Et là-dessus, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, je pense que le frein, ça va être... Il peut y avoir un décalage entre notre cadre institutionnel et nos pratiques institutionnelles et ce que requiert la Smart City, au sens de transformation numérique. Donc c'est la transversalité, c'est la bonne taille pour mettre en œuvre le projet, c'est le fait de savoir passer de l'expérimentation au déploiement, c'est le fait d'avoir des contrats publics qui sont plus tournés vers l'innovation, parce qu'on dit toujours que la commande publique ne permet pas l'innovation, mais il y a quand même des outils qui existent et il faut savoir s'en saisir. Donc ça demande une évolution de nos pratiques institutionnelles, parfois de nos structures institutionnelles. Il y a une deuxième sphère dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est aussi que ce qui change avec la Smart City, disons au sens large, c'est qu'on a beaucoup de services privés qui émergent dans la ville et qui émergent en dehors du champ de responsabilité des collectivités publiques. Par exemple, dans la mobilité, on voit les trottinettes électriques qui arrivent, on voit les vélos en libre-service, on voit Waze, et parfois c'est complémentaire des objectifs de politique publique, ça répond à des besoins des citoyens, à des besoins de mobilité. Parfois c'est aussi en contrariété avec les objectifs de politique publique. Waze va faire passer le trafic par des rues résidentielles qui ne sont pas faites pour ça. Les trottinettes électriques vont circuler sur les trottoirs alors qu'il y a des poussettes et des personnes âgées. Les vélos en libre-service vont concurrencer le Vélib'. Et donc, il faut prendre en compte cette donnée-là, parce que sinon, il y a un risque d'anarchie. Et ça peut être un frein à la Smart City, parce que les citoyens vont aussi voir que la ville fonctionne moins bien. Et donc, ça requiert, et c'est un point qu'on développe dans la note, de repenser nos modes de régulation, les modes de régulation publique. Parce que traditionnellement, surtout en France, on fonctionne avec une réglementation qui est verticale, qui, pour résoudre un problème, en fait, va mettre des contraintes, va mettre des barrières à l'entrée. Ça, dans un monde numérique, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il ne faut pas freiner l'innovation. L'innovation, elle répond à des besoins des usagers. Donc, il faut au contraire l'encourager, la faciliter. Il y a aussi une question d'attractivité du territoire pour les villes. Donc, ça veut dire qu'il faut penser d'autres régulations. Et nous, l'idée qu'on défend, c'est d'aller vers des régulations qui soient plus partenariales. C'est-à-dire, on a tout un tas de nouveaux acteurs qui sont là, qui participent à l'écosystème de la ville. Il faut essayer de les mettre autour d'une table pour comprendre quels sont les besoins et comment on peut les amener à satisfaire les objectifs de politique publique qui restent totalement légitimes, parce qu'il ne faut pas que la ville soit une anarchie. Et ça, il faut essayer d'aller vers ça. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, et je pense que c'est un champ de progrès possible pour les collectivités publiques. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle. Merci. Question, c'était très intéressant. Moi, en vous écoutant, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Je me dis, est-ce que ça risque pas de creuser des inégalités entre des villes plutôt favorisées et des villes pauvres? On parle de capteurs, on parle ici, Wino, c'est un exemple formidable parce que on a vu, moi qui passe à côté, j'ai vu la ville se transformer avec le temps. Donc on se dit, c'est super de vivre ici, Wino, vraisemblablement, parce que c'est dans l'innovation, parce que c'est dans l'écoute du citoyen, etc. Mais moi, ma question, c'est de me dire, il y a déjà des villes aujourd'hui qui sont dans des habitats urbains particulièrement défavorisés. La question n'est pas de se poser de savoir si on met des capteurs, si on met du high-tech dans les écoles, c'est simplement de savoir si la classe aura du chauffage ou n'en aura pas. Et ma question, c'est est-ce qu'on ne risque pas de creuser encore plus les inégalités oui, exactement, entre les villes, peut-être demain créer des frustrations. Et on le voit bien, ce qui se passe actuellement dans les rues, sans rentrer dans le détail, mais on voit bien que c'est de la communication, ce que vous disiez tout à l'heure très juste, il faut communiquer, il faut apprendre, il faut amener les gens à se poser des vraies questions. Mais moi, je vois deux choses, ces inégalités, le financement, ce qui va ensemble, c'est-à-dire comment finance-t-on ces évolutions, parce qu'il y a parfois des vraies révolutions à mener. Et même si on prend le cas de Paris, les smart cities ne vont pas se ressembler, on l'a bien vu avec les différentes tables rondes. Paris, demain, on ne pourra pas mettre des tuiles photovoltaïques partout, ou alors il faudra modifier je dirais l'image de cette ville, il faudra la transformer, et si ça se fait, ça prendra du temps. Et pour revenir donc à la question initiale, c'est comment voyez-vous les choses en termes de rupture encore plus prégnante entre certaines villes, parfois même très proches les unes des autres? Je
vais bien commencer. Merci de dire que ici, Mouino, on vit très bien, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais ce n'était pas le cas il y a 25 ans. Donc il faut quand même prendre en compte cet itinéraire, finalement, cette durée de transformation qui était, pour le coup, le génie dans des entités, c'est vraiment été de parier sur l'innovation comme facteur de développement local. Et donc cette ville s'est transformée, c'est-à-dire que la transformation numérique et même écologique d'Issy Mouino, elle est due à cette vision de dire il faut innover pour développer la ville et pour lui permettre de monter vers le haut. Aujourd'hui, franchement, la population elle a augmenté de 35% de cette période, le nombre d'emplois il a doublé, on est une des villes les moins endettées de France et même les moins imposées de France. C'est le résultat de cet investissement dans le numérique ou dans l'innovation, comme vous voulez. Moi, quand je rencontre mes collègues, ils me sortent ça souvent. C'est comment tu veux qu'on rattrape ici Mouino, on n'a pas vos moyens. Alors, ceci dit, et je vous assure, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de volonté, d'agilité, de capacité d'innover. Vous savez, l'innovation, c'est d'abord un état d'esprit. C'est être capable de dire, par exemple, quand une start-up vient me voir et qui vient me dire, je pense notamment à un de ces acteurs de mobilité intelligente, filiale d'un groupe allemand, qui me dit, on vient vous voir pour savoir si vous êtes opposé à notre venue. Je dis, non, très bien, venez. Est-ce que vous pouvez nous l'écrire? Je dis, mais non, je vous l'écris. Je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles vous ne devez pas venir. Parce qu'il y a plein de contraintes. Moi, je vous dis, venez disrupter, je n'ose pas dire de venez foutre le bazar, mais c'est quand même ça, la réalité. Vous allez le faire, mais au moins vous allez répondre à un vrai besoin, vous allez changer les choses, et puis rassurez-vous, à un moment ou à un autre, on reviendra. Parce qu'il faudra remettre le balancier au milieu, il faudra réguler de nouveau, c'est ce qu'on commence à voir avec tous les grands acteurs qui ont déjà disrupté la ville, et c'est normal, et c'est très bien ainsi. Donc ce que je dis à mes collègues, c'est avancer de manière pragmatique, effectivement, ayez cet objectif de se dire c'est un facteur de développement. D'abord, c'est pas une question technique, c'est pas une question de modernité, c'est pas une question de communication, c'est d'abord un facteur de développement. André Santini, il y a 20 ans, il disait on est exactement au même moment que lorsque les villes devaient décider si elles devaient accueillir une gare de chemin de fer ou pas. C'était ça, à l'époque, le défi qu'il fallait remonter. Et je suis vraiment convaincu de ça, parce qu'aujourd'hui, les villes, et ça c'est partout dans le monde, les villes qui d'ailleurs sont les plus innovantes, regardez bien, c'est souvent des villes qui ont été durement frappées par la crise industrielle, qui avaient donc finalement pas le choix que d'essayer de trouver de nouvelles solutions pour se développer, et qui ont donc investi le chemin du numérique à ce moment-là. Je ne vais pas parler de mes collègues comme ça, mais franchement, à Neuilly-sur-Seine, ils n'ont pas beaucoup évolué en 25 ans. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin. C'est une ville où on est très bien, qui est très riche. Il n'y a pas eu ce besoin de transformation. Nous, on l'a eu, on a saisi cette opportunité, on y est allé. Donc évidemment, on peut dire qu'il y aura toujours de toute façon des inégalités, il ne faut quand même pas se voiler la face. Ce qu'il faut essayer de pousser, c'est la mutualisation entre les différentes collectivités. Moi, je travaille beaucoup dans le cadre de projets européens depuis 25 ans, depuis le début. C'est aussi ce qui nous aide à innover. On apprend beaucoup au contact des autres, on apprend beaucoup en travaillant de manière mutualisée, et on ne le fait pas assez à l'échelle de notre pays ou même de notre région. Aujourd'hui, les instances, que sont les conseils régionaux, les métropoles, devraient véritablement trouver des dispositifs pour inciter les communes en fait, à collaborer entre elles, à expérimenter entre elles, à prendre effectivement les résultats de ces expérimentations pour les relancer. Là, la métropole du Grand Paris vient d'annoncer un fonds métropolitain pour l'innovation numérique, très modeste financièrement, mais qui a cette ambition de dire on va permettre à ces collectivités d'expérimenter, on va les accompagner, et si ça a du sens, on va relancer. Il se trouve que j'étais membre du jury, et parmi les 25 dossiers qui ont été soutenus, il y en avait 4 qui étaient sur le sujet du smart parking, qui est un sujet sur lequel nous, à Issy Mouino, on a aussi beaucoup travaillé, et qui est justement un des obstacles, parce que c'est un truc qui est super simple à faire, qui coûte pas très cher dans ce point du modèle économique, mais qu'on n'arrive pas à déployer parce qu'il n'y a pas cette volonté-là. Et moi, je disais à la métropole, ça c'est une opportunité. Si on arrive à démontrer, à trouver un modèle à la fois technique et économique, on peut être sur l'ensemble de la métropole, mettre en place un dispositif important. Ça paraît anecdotique, mais le stationnement, c'est 20% des voitures qui tournent en rond pour chercher une place. Et donc si on réduit ça déjà, on réduira la circulation et la pollution. Oui, enfin, pour compléter ce que vient de dire Eric, moi j'ai un mot qui me venait spontanément à l'esprit, c'est la fragmentation des politiques publiques. Donc Eric l'a parfaitement résumé à la fin de son propos, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez Paris, Paris c'est Paris, et après vous avez la première couronne, puis après vous avez effectivement la lointaine banlieue,
Et donc, un des défis, à mon avis, pour réussir cette transformation qui soit inclusive pour tous, pour tous les territoires, il y a un problème d'échelle de projet. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable, à un moment, de mettre l'ensemble des territoires sur la table. Et c'est vrai que, autour de la table, et c'est vrai que quand vous êtes le Grand Londres, et vous avez une politique qui est pilotée véritablement à l'échelle du Grand Londres, c'est plus simple qu'aujourd'hui, avec ce millefeuille territorial qui est la France. Alors, ça fait notre richesse, hein, c'est comme les fromages, mais le problème, c'est que, parfois, on fait des indigestions. Donc, il faut faire attention à ne pas multiplier les couches dans les projets territoriaux. Je pense qu'il y a un dossier qu'il ne faut pas rater, qui peut être une opportunité pour nous tous, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, c'est ce que l'action Cœur de Ville est en train d'impulser. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un peu plus de 220, je crois, villes qui vont faire l'objet de réflexions stratégiques sur comment je redynamise, je réhabilite, je revitalise vraiment dans le sens large du terme, ces cœurs de ville moyennes qui aujourd'hui sont en train de se vider totalement au profit de périphéries qui ressemblent à des banlieues américaines avec tout ce qu'il peut y avoir de plus ou moins positif, et puis avec une ruralité qui pour des raisons qu'on connaît, notamment sur des problématiques de coût du mètre carré, etc., se retrouve de plus en plus loin des services publics et des moyens partagés. Donc je pense que l'enjeu, notamment pour le cœur de ville, c'est un peu le même problème que pour la région parisienne, c'est de travailler à l'échelle des territoires et pas à l'échelle de l'hypercentre des cœurs de ville qu'on veut transformer, typiquement. Donc de repenser pourquoi ces cœurs de ville peuvent être effectivement des poumons du dynamisme économique de ces transformations territoriales. Et si on ne réussit pas ça, je pense qu'on peut mettre toute la techno qu'on veut, tous les capteurs qu'on veut. Alors, en plus, ici, Moulineau a des bonnes expériences, parce que vous avez commencé à mettre des capteurs, puis maintenant on met des caméras. Donc ça prouve bien que ce partage d'expérience, après, il faut le porter à l'échelle de tout un territoire. Et donc, si on a des pionniers comme ici les Moulineaux, il ne faut pas que ça reste un laboratoire isolé. Il faut que ça devienne un des acteurs qui participent à une politique globale. Et puis après, on diffuse, mais on diffuse avec une politique pensée à l'échelle globale. Et aujourd'hui, on n'est absolument pas dans cette dynamique-là. Voilà. Il y a une image que j'aime bien qui résume un peu l'enjeu, que j'emprunte à Henri Isaac, qui préside le think tank Renaissance numérique. Il dit qu'il y a un vrai risque de revenir à un âge un peu féodal du Moyen-Âge, c'est-à-dire des villes-centres très riches, complètement coupées, qui se projettent vers l'extérieur, mais qui sont complètement coupées de leur territoire. Et ça, c'est un énorme enjeu de la transformation numérique aujourd'hui. Effectivement, il faut vraiment des projets qui incluent tout le territoire, et pas seulement la ville. Merci. On va prendre une deuxième et dernière question. David Porterie, à Ross. J'ai une question sur le business model, pour approfondir un tout petit peu, et le financement. On a parlé de Haussmann 2.0. L'Haussmann d'origine vivait dans un monde extrêmement vertical, avec le rôle des banques qui était vraiment en plein essor, et vraiment une réalité historique qui, pour le coup, était vraiment très différente. Sur le 2.0 d'Haussmann, on voit qu'on passe vraiment de la verticalité, on a bien compris toutes les projections, à quelque chose de beaucoup plus horizontal et participatif. Est-ce qu'on réfléchit aussi à des modes de financement qui finalement transcrivent cette notion d'horizontalité plus que de verticalité? Alors, dans le rapport de Benoît Terranova, tu parles d'autres pistes possibles, même des choses qui peuvent faire peur sur notamment la monétisation des données, puisque tout ça génère finalement beaucoup d'échanges de données. Est-ce qu'il y a des pistes un peu novatrices sur la partie financement? Effectivement, deux mots, ce qu'on dit dans la note, c'est qu'aujourd'hui le modèle économique de ces activités Smart City est pas complètement établi. On a pour certains projets trouvé des modes de financement, parce qu'il y a quand même des leviers économiques. Je parlais tout à l'heure de Dijon. Ils ont utilisé les économies d'énergie liées au passage au LED et à l'éclairage intelligent pour financer ce centre de pilotage que j'évoquais tout à l'heure, et également les économies qui résulteront, ils l'espèrent en tout cas, de la mutualisation des services. Il y a d'autres modèles économiques envisageables qui vont tenir à la valorisation des externalités positives. Mais ça, aujourd'hui, c'est très difficile. C'est un champ de recherche, d'ailleurs, très important.
C'est de dire comment on fait pour monétiser la pollution qu'il y a en moins grâce à tel ou tel mode de transport. Ensuite, il y a effectivement, je vous laisserai peut-être la parole Stéphane, le crowdfunding qui fait référence à ce que vous disiez, c'est-à-dire s'appuyer sur l'horizontalité pour trouver d'autres modes de financement. Des modes de financement, il faut aussi mettre le paquet sur le financement vert, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidités sur les marchés financiers. Il faut sans doute réfléchir à flécher des liquidités sur des projets durables. Il y a des propositions qui ont été faites dans le débat public pour utiliser ces ressources-là pour des projets. Mais il faut évidemment trouver le modèle économique qu'il y a derrière. Oui, je crois qu'on va devoir chercher cette diversité. Je cherchais le nom de cette commune française là, qui avait lancé un projet en Smart City, mais je ne l'ai plus en tête. C'est dans le centre de la France qui a fait un appel au crowdfunding. Et donc là, les citoyens, du coup, portent un projet auprès du maire et le financent. Et ça, je pense que c'est pas l'alpha et l'oméga. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, on ne va pas, encore une fois, concevoir les villes que par du bottom-up, de l'approche comme ça. Mais ça peut être une des dimensions. Et je crois beaucoup plus, alors ça c'est une dynamique, je crois beaucoup plus au partenariat public-privé dans des logiques de long terme, parce que ça c'est structurant. Donc je pense que si les villes n'ont pas les moyens, comme les États d'ailleurs, pour financer la modernisation, par contre il y a des modèles économiques. Là je vais sortir complètement du cadre. Par exemple au Maroc, ils ont fait un PPP pour les cartes grises et tout ce qui est permis de conduire et les cartes grises des véhicules. L'État marocain n'avait pas les moyens de moderniser. Ils ont fait un PPP, et il y a un acteur privé qui a donc mis en place une solution avec des smartphones, qui a simplifié à l'extrême le système, qui coûte 70% moins cher que ce que ça coûtait précédemment. Et aujourd'hui, vous prenez vos rendez-vous, vous avez un rendez-vous comme dans une agence d'un opérateur mobile aujourd'hui qui vous reçoit dans un cadre très sympathique. Vous avez un rendez-vous, c'est à la minute près, vous êtes reçu, et vous avez dans une journée qui suit tous vos papiers qui vous sont transférés. Donc en fait, on a modernisé un système, et en plus l'État marocain touche une rente qui est reversée par la société privée. Donc juste pour dire qu'on est capable, en étant un peu smart sur la façon de procéder, de transformer les services. Alors ça pose, ce que je viens de donner comme exemple, j'ai pris volontairement un pays, c'est pas la France, parce que ça pose quand même un problème de que deviennent les structures et le fonctionnement administratif. Voilà. Mais il va falloir quand même qu'on se pose la question de savoir comment on modernise notre pays si on ne transforme pas l'outil. Voilà. Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. On va vous applaudir chaleureusement. Et je vais laisser Patrick conclure cette jolie matinée.